Bonsoir, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Spécial Investigation. Ce soir, enquête sur le Rwanda. 800 000 morts en 3 mois, l'une des pages les plus sombres de notre histoire contemporaine. Un génocide et de terribles soupçons. La France a-t-elle fermé les yeux? La France savait-elle? La France a-t-elle joué un rôle actif? Aujourd'hui encore, ces questions embarrassent. En 1994, la France avait été le seul pays à reconnaître la légitimité du gouvernement génocidaire, à recevoir ses représentants à l'Élysée et à continuer à leur livrer des armes. Une réalité qu'Hubert Védrine a toujours du mal à évoquer aujourd'hui. A continué ces livraisons d'armes encore pendant le génocide également. J'en sais rien, moi. Attendez, vous m'avez dit que vous ne posiez pas de questions comme ça. Vous n'êtes pas un enquêteur, c'est pas une commission d'enquête. Donc si vous posez encore une question comme ça, j'annule l'ensemble de l'interview et vous le ferez sans moi. Tout a commencé le 6 avril 1994, il y a 19 ans, presque jour pour jour. Ce soir-là, l'avion du président rwandais est abattu par un missile. Hypothèse de l'époque, des rebelles Tutsis auraient fait le coup et seraient donc responsables du génocide qui s'en est suivi. Un juge français, Jean-Louis Bruguière, a enquêté et il a confirmé cette hypothèse. Mais en 2007, coup de théâtre. Un autre juge reprend l'enquête et il aboutit à d'autres conclusions. Selon lui, les responsables de l'attentat ne seraient pas du tout les rebelles Tutsis, mais des proches du président assassiné, des ultras du régime rwandais. Conclusion très gênante pour la France, car ces nouveaux suspects ont toujours été soutenus par Paris. Avant le génocide, ils étaient même armés par la France. Dossier sensible donc, dossier complexe. Depuis 19 ans, on a assisté à une succession d'écrans de fumée, de fausses pistes, de manips, comme si certains avaient intérêt à ce qu'on ne comprenne jamais ce qui s'est vraiment passé pendant ces événements tragiques. Rwanda, une intoxication française, c'est une enquête de Catherine et Philippe Lorsignol pour Spécial Investigation. Dans la soirée du 6 avril 1994, le président rwandais Juvénal Habyarimana embarque dans son avion stationné en Tanzanie pour revenir au Rwanda. Il sort d'une négociation de paix difficile. L'enjeu, imposer à son propre clan, les Hutus du Rwanda, un partage du pouvoir avec la minorité Tutsi. Pour y parvenir, le président vient de prendre la décision d'exclure les plus extrémistes de son propre camp. La réunion s'est prolongée et il est déjà 19 h quand l'avion prend son envol. À Kigali, l'épouse du président attend, inquiète, le retour de son mari. 17h est arrivé, le président ne venait pas. 6h est arrivé, le président ne venait pas. Nous sommes inquiétés, nous dit pourquoi il ne rentre pas maintenant. Il est près de 20 h 30 quand le Falcon 50 du président amorce finalement sa descente sur Kigali. Son fils, Jean-Luc Habyarimana, sort de la piscine de la résidence présidentielle. Il reconnaît le bruit du moteur du Falcon. J'ai dit à mes cousins qu'on attende un peu que l'avion passe au-dessus de nous, comme notre résidence se trouvait dans l'axe de la piste d'atterrissage. À l'aéroport, les gardes présidentiels sont assis sur la piste. Eux aussi attendent le retour du président depuis plusieurs heures. Nous étions impatients. Nous avions hâte de rentrer chez nous. Quand on a entendu l'avion, on s'est levé. Quand il s'est approché, on a vu quelque chose de rougeâtre s'élever vers l'appareil. Un premier missile sol-air vient de manquer sa cible. Et c'est à ce moment-là qu'à travers les arbres, on a vu des signées comme des balles traçantes et, qui ont abattu l'avion. Nous avons entendu boum. Mon cœur a sursauté. Un deuxième missile vient de faire exploser le Falcon. L'appareil s'écrase à quelques mètres de la résidence présidentielle. Tous les passagers sont tués sur le coup. Parmi eux, le président Hutu, Juvénal Habyarimana, le chef d'état-major de l'armée rwandaise et 3 membres d'équipage français.
Dans les minutes qui suivent à Kigali, des escadrons de la mort Hutus commencent à massacrer des Tutsis à coups de machette. Au fil des jours, les tueries prennent des proportions industrielles. En 3 mois, près d'1 million de Tutsis, mais aussi d'opposants Hutus, sont massacrés. Qui a tiré sur l'avion du président Habyarimana? Depuis 1994, intoxication et rumeurs contradictoires se multiplient de Paris à Kigali. Enquête sur l'attentat qui a donné le signal de départ au 3e génocide du XXe siècle. L'histoire se passe au Rwanda, un pays d'Afrique où vivent 2 groupes sociaux principaux, les Hutus majoritaires et les Tutsis. À la tête de ces différents groupes régna longtemps un roi Tutsi. À la fin du XIXe siècle, les colonisateurs allemands puis belges imposent l'idée que les Hutus et les Tutsis sont 2 ethnies inégales. Les Tutsis sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Hutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. En 1959, les Hutus prennent le pouvoir. Les Tutsis sont marginalisés, persécutés et même régulièrement massacrés. Beaucoup se réfugient dans les pays voisins. À plusieurs reprises, les Tutsis exilés demandent au Rwanda de rentrer au pays, sans succès. Ils s'organisent alors en mouvement politique, le Front patriotique rwandais, et forment une armée. En 1990, ils tentent de revenir au Rwanda par la force. Mais la France va s'interposer militairement. Car pour François Mitterrand, l'arrivée des Tutsis de l'extérieur, et notamment de l'Ouganda anglophone, est une menace pour le maintien de l'influence française en Afrique. Le président français envoie dans un premier temps 314 militaires au Rwanda. Entre 90 et 94, ils vont faire passer les forces armées rwandaises, l'armée Hutu, de 10 000 à 35 000 hommes, lui fournir des armes, la former et même participer à son commandement. À cette époque, Hubert Védrine est secrétaire général de l'Élysée, très proche de François Mitterrand. François Mitterrand a toujours réagi assez vigoureusement quand il a vu des projets de changement des régimes par la force avec un appui externe. Donc en 90, il se dit « je ne peux pas laisser faire ça, c'est trop dangereux, donc il faut l'empêcher ». Comment? Il a une politique à 2 volets. Premier volet, c'est, dans le cadre de la coopération avec la France, aider l'armée rwandaise à tenir sa frontière. Elle n'en est pas capable en réalité. Et il y a un volet politique, puisque dans l'esprit de Mitterrand, pour apporter une solution durable à cette affaire rwandaise, il faut convaincre les Hutus, très majoritaires, qui contrôlent tout à l'époque, et les Tutsis, de travailler ensemble, de cohabiter. Mais au Rwanda, l'appui des militaires français pousse plutôt les Hutus extrémistes à l'intransigeance. D'autant qu'à la même époque, un ancien super gendarme français, Paul Baril, propose ses services au régime Hutu. Ancien de la cellule antiterroriste de François Mitterrand à l'Élysée, il avait été mêlé en 82 à une grosse bavure, l'introduction d'armes chez des Irlandais installés à Vincennes, en région parisienne, pour faire croire qu'il s'agissait de terroristes. Peu après ce scandale, dit des Irlandais de Vincennes, Baril quitte l'Élysée et crée une société privée de sécurité. Il propose alors ses services à différents chefs d'État arabes et africains. Pour un de ses anciens collègues du GIGN, Paul Baril a toujours eu tendance à flirter avec les limites. À partir des années 83, il s'est retrouvé un peu livré à lui-même et des aspects de sa personnalité qui étaient assez bien contenus dans un cadre militaire, à ce moment-là, ont pu déraper un tout petit peu. Dans les années 90,
À la discrète demande de l'Élysée et en lien avec la DGSE, Baril commence à travailler pour le régime rwandais. Un de ses contacts au sein du pouvoir, c'est Fabien Singaye, un diplomate hutu proche de la famille Habyarimana. Ce journaliste a enquêté sur Singaye. Officiellement, c'est le deuxième secrétaire de l'ambassade de Berne, en Suisse. Mais officieusement, il s'occupe de la traque des opposants, non pas seulement sur le territoire helvétique, mais sur l'ensemble, une large partie de l'Europe occidentale. Et il transmet ses rapports directement à Elie Sagatoa, qui est le chef de la maison militaire, chef de cabinet du président Habyarimana, et puis aussi responsable alors ce qu'on appellera les escadrons de la mort, dont le rôle effectivement sera épouvantable dans la traque des opposants sur le territoire rwandais. Ce diplomate hutu que fréquente Paul Baril est donc un extrémiste. Juste après le génocide, on retrouvera dans la table de nuit du président Habyarimana des telex que Singaye avait rédigés pour dénoncer les Tutsis vivant en Europe. La femme de Tarsis est une Tutsi d'origine rwandaise. Ngarukiye est mariée à une femme Tutsi originaire de Gitarama. Mais en 1992, sous la pression de la communauté internationale, le président hutu Habyarimana s'envole pour Arusha, en Tanzanie, pour participer à des pourparlers de paix avec les Tutsis. En 1993, coup de théâtre, il consent à partager le pouvoir avec le FPR de Paul Kagame. Ce sont les accords d'Arusha. Une victoire pour le FPR des Tutsis, comme l'explique cet universitaire belge. Ils avaient par exemple obtenu la moitié des effectifs dans la nouvelle armée nationale, ils avaient obtenu autant de portefeuilles ministériels que l'ancien parti unique, autant de sièges à l'Assemblée nationale de transition, etc. Donc ils avaient d'ailleurs de nombreuses forces politiques au Rwanda estimaient que le FPR avait obtenu beaucoup trop. Ces forces politiques, ce sont les Hutus extrémistes. Ils sont furieux. Parmi les mécontents, le colonel Théoneste Bakosora, directeur de cabinet du ministre de la Défense. À travers le pays, des milices Hutus extrémistes, les Iteramwe, s'entraînent, prêts à massacrer des Tutsis. En 1993, Fabien Singaye, le contact de Paul Baril au sein du régime, devient actionnaire de la radio des 1000 collines, le média de propagande des Hutus extrémistes. À l'antenne, les Tutsis y sont régulièrement traités de cafards. yakomeje kubabwira nti mu baturage hari ibyitso koko byakoranye n'inyenzi inkotanyi byari bihari byari byinshi iki kibazo kirakomeye kuko ibyitso biri mu ngabo z'igihugu nibyo biriho bituma igihugu inyenzi rero zijagata igihugu cyacu. Mais l'ONU ne se laisse pas impressionner. En 1993, pour aider à la mise en place des accords d'Arusha, elle envoie au Rwanda 2500 casques bleus, dont 450 parachutistes belges. Parmi leurs premières missions, escorter 600 soldats Tutsis du FPR au cœur de Kigali pour qu'ils prennent leur quartier au Parlement, en attendant la fusion des forces armées. Autour du président Habyarimana, un gouvernement de transition doit également être mis en place. Mais l'attentat du 6 avril 1994 met définitivement en échec ce processus de partage du pouvoir. Le jour où l'avion a été abattu, François Mitterrand est entré dans mon bureau. J'étais secrétaire général et en se prenant la tête comme ça, et il me dit c'est épouvantable. Tout ce qu'on a tenté de faire depuis des années est par terre et il va y avoir des massacres affreux. Dans les minutes qui suivent l'attentat, les massacres de Tutsis commencent. Même les personnalités politiques Hutus favorables au partage du pouvoir sont éliminées, comme la première ministre Agathe Uwilingiyimana. Dès le lendemain de l'attentat, elle est sauvagement assassinée par balle avec une dizaine de parachutistes belges chargés de sa protection. Le 8 avril 1994, 2 jours après l'attentat, le colonel Bakosora organise la prise de pouvoir avec des Hutus extrémistes. Il met en place un gouvernement génocidaire. Le génocide est alors en marche.
La force de l'ONU n'interviendra pas. Les casques bleus belges se retirent le 18 avril. À Kigali, certains soupçonnent le colonel Bagosora et les Hutus extrémistes d'être même derrière l'attentat. Ils auraient éliminé le président Habyarimana pour pouvoir déclencher le génocide. Courant juin 1994, la revue française Red relève 2 éléments qui laissent penser que l'attentat est bien un complot des Hutus extrémistes. Elle note d'abord: à Kigali, avant même que l'avion présidentiel ne soit abattu, des barrages dirigés par des éléments de la garde présidentielle apparaissent au point stratégique. Red avance ensuite un autre élément clé. 2 missiles sol-air ont été tirés depuis le camp de Kanombe. Kanombe. C'est ce camp militaire gouvernemental des forces armées rwandaises, les militaires Hutus. En clair, selon la revue Red, les tirs contre le président seraient partis de son propre camp. À la même période, des militaires belges enquêtent sur l'assassinat de leurs 10 casques bleus. Ils recueillent des éléments qui vont dans le même sens. Témoignage de l'un de ces enquêteurs, aujourd'hui retiré en Grèce. J'ai entendu des tas de personnes. Il se fait que la ville a été complètement quadrillée par des barrages, autant des phares que de la gendarmerie, et cela plusieurs heures avant l'arrivée de l'avion. Tant les militaires que les gendarmes conseillaient aux gens qu'ils connaissaient et même à tout le monde de rentrer chez soi, et parfois en précisant qu'il allait se passer quelque chose ce soir et donc il fallait rester à la maison. Ça laisse directement penser que l'attentat a pu être commis par des Hutus. Des militaires Hutus formés et armés par les Français auraient-ils pu organiser l'attentat contre le président Habyarimana? À Paris, certains officiels conseillent étrangement aux familles de l'équipage français du Falcon de ne pas déposer plainte. Le 15 avril 1994, les corps des 2 pilotes et du mécanicien sont rapatriés au Bourget, en région parisienne. L'épouse du mécanicien, Jean-Michel Perrine, interroge les autorités françaises sur les circonstances de l'attentat. Il m'a été répondu par le ministère de la Défense que suite au chaos, à l'urgence, il n'y avait pas eu d'enquête de fait. Je trouvais que c'était curieux, qu'on voulait peut-être cacher quelque chose. Enfin, franchement, je ne comprenais pas. Après l'attentat, il semble même que certains responsables français aient cherché à brouiller les pistes. Premier exemple, Paris a longtemps affirmé qu'aucun militaire français n'avait jamais approché la carcasse de l'avion et que celui-ci n'avait pas de boîte noire d'enregistreur de vol. Or, on sait aujourd'hui que le soir du drame, un quart d'heure après le crash, un conseiller militaire français, le commandant de Saint-Quentin, arpentait la carcasse à la recherche d'une boîte noire. Ce soir-là, cet ancien militaire des forces armées rwandaises sécurise la zone du crash. Il se souvient très bien de ce que cherchaient les militaires français. Le matin, des Blancs sont venus. Ils nous ont dit, si quelqu'un trouve une boîte noire, qu'il la donne. Ils se sont approchés de l'avion en disant ça. Mais ils ne l'ont pas trouvé à ce moment-là. Pour Jacques Morel, un chercheur français qui a enquêté plus de 15 ans sur le génocide rwandais, c'est l'une des premières contre-vérités relayées par des officiels français. Les militaires français présents sur place dans le cadre de la coopération militaire ont enquêté sur l'attentat, ce qui a été nié par un certain nombre de personnalités françaises, comme le ministre de la Défense de l'époque, M. Léotard, qui a dit que le lieu du crash a été rendu inaccessible, selon lui, aux militaires français, alors que c'est totalement faux. Le commandant de Saint-Quentin s'est rendu sur les lieux dans la demi-heure qui a suivi le crash de l'avion. Le commandant de Saint-Quentin a-t-il retrouvé la boîte noire? Nous allons poser la question au général Christian Queneau. En 1994, il suivait le dossier en tant que chef d'état-major particulier du président Mitterrand. Vous savez s'il y a eu une enquête sur le terrain, si le colonel de Saint-Quentin a trouvé des pièces intéressantes après le crash? Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont rendus sur le terrain, mais je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé. Honnêtement, c'est pas.
Mémoire défaillante ou volonté de cacher? Le commandant de Saint-Quentin affirmera pour sa part qu'il n'a retrouvé ni l'enregistreur des paramètres de vol, ni celui des conversations du cockpit. Pourtant, des déclarations d'un ancien rapporteur spécial de l'ONU laissent penser que les Français avaient bien retrouvé une boîte noire à l'époque. Je me suis rendu à Kigali où j'ai rencontré l'état-major militaire. Je leur ai demandé « Est-ce que je peux avoir la boîte noire ?» Le chef d'état-major m'a dit « La boîte noire se trouve chez les militaires. Il faut voir avec la France. » Ce qui est sûr, c'est qu'aucun compte-rendu des investigations françaises n'a jamais été rendu public. Second fait étrange, selon Paris, les militaires Hutus ne pouvaient pas commettre l'attentat puisqu'ils ne possédaient pas de missiles. Les phares ne détenaient pas de missiles antiaériens parce qu'il n'y avait pas de menace aérienne. Le FPR avait des canons et était à pied. Pourtant, les forces armées rwandaises avaient bien récupéré des missiles sol-air. Le général Keno ne le nie pas. En 1991, il en informait même François Mitterrand par écrit. De nombreux matériels ont été récupérés sur le terrain, dont un missile sol-air portable SAM-16 de conception récente. Un document de l'ONU précise qu'en 1994, les militaires Hutus disposaient même de missiles. Pourtant, il semblait qu'il y en avait. Il y a cette liste de l'ONU qui mentionne 15 Mistral dans l'arsenal des phares. J'en suis pas sûr. Enfin, de toute façon, j'étais pas au courant. De toute façon, il y a toujours moyen de se procurer des armes. Mais si vous voulez, les phares, les forces régulières rwandaises n'avaient pas de missiles. Pourquoi d'anciens responsables français continuent-ils à nier la réalité? Plus intriguant, des pièces à conviction auraient été retrouvées, mais pas remises à la justice. Dans une note en possession du ministère français de la Défense, il est en effet écrit: Les auteurs de l'attentat ont utilisé des missiles SAM-16 de fabrication soviétique, d'après les débris de missiles retrouvés sur les lieux de l'attentat. Des débris de missiles auraient donc été retrouvés près du lieu du crash. Pourquoi n'ont-ils jamais été remis à la justice? Quelques semaines après l'attentat, un grand quotidien belge va jusqu'à se demander si l'avion rwandais n'a pas été abattu par 2 tireurs français. Dans ce contexte où la France est soupçonnée, Paul Baril, l'ancien gendarme de l'Élysée passé au service des Hutus, se retrouve en position très délicate. Quelques semaines avant l'attentat, il aurait discrètement cherché à se procurer des missiles. C'est ce qu'un officier français a affirmé à Patrick de Saint-Exupéry, ancien journaliste au Figaro. Travaillant sur le dossier, je croise une personne qui me dit, qui m'atteste qu'à sa connaissance, Paul Baril a contacté un certain nombre de gens pour se procurer des missiles, et ce, juste avant l'attentat. D'où la question est, pourquoi Paul Baril cherche-t-il à se procurer des missiles avant l'attentat? Paul Baril aurait-il été jusqu'à aider ses clients, les extrémistes Hutus, à se débarrasser de leur propre président? Fin mai 1994, quelques semaines seulement après l'attentat, et alors que le gouvernement génocidaire fait massacrer 10 000 Tutsis par jour, l'ancien super gendarme de l'Élysée conclut avec lui un contrat confidentiel d'assistance militaire. Dans ce deal à 3 millions de dollars, Baril s'engage à fournir 20 hommes d'encadrement, des instructeurs, 2 millions de cartouches, 11 000 obus et mortiers et 11 000 grenades. Entre la recherche des missiles et la conclusion de ce contrat, Paul Baril va aussi jouer le super enquêteur auprès de la veuve Abiyarimana. C'est après que je suis arrivé en France, donc c'est en 1994, au mois d'avril. Et il est venu là où nous étions, il a dit « Je voudrais vous présenter mes condoléances ». Et puis il a dit « Moi, je suis disponible pour vous aider et, pour justement faire connaître la vérité sur les hôtels de l'attentat ». Mais une fois missionné par la veuve Abiyarimana, loin de chercher la vérité sur les auteurs de l'attentat, Baril va plutôt intoxiquer l'opinion et les médias.
Le 28 juin 1994, il va affirmer en direct au journal de 13 heures qu'il détient la boîte noire du Falcon présidentiel. L'ancien patron du GIGN, le capitaine de gendarmerie Baril, qui affirme être en possession de la fameuse boîte noire de cet avion et qui le prouve, car voici filmé ce matin ces fameuses boîtes noires. Monsieur Baril, pouvez-vous nous décrire ces images? Que voyons-nous là? Alors on voit un des éléments qui appartient à l'épave de l'avion, avec une boîte métallique noire et des inscriptions en anglais. Et on voit en direct, Baril va laisser entendre que l'avion a été abattu par les Tutsis du FPR. À qui profite le crime? Le crime, Exactement. il profite aux terroristes du FPR, qui représentent seulement 10% de la population. Ces gens-là ne pourront jamais avoir le pouvoir au Rwanda, au moins par les urnes. Mais le lendemain, le prétendu scoop de Baril explose en vol, toujours sur France 2. Une boîte noire telle que M. Baril aurait dû la trouver, c'est ça. C'est orange pour commencer, internationalement. Après cet épisode calamiteux de la vraie fausse boîte noire, Baril continuera ses affabulations. Pendant un temps, il affirme détenir 80 témoignages vidéo impliquant le FPR et même les lance-missiles de l'attentat. En juillet 1994, le génocide est arrêté par le FPR qui prend le pouvoir à Kigali. 4 ans plus tard, en 1998, une des familles de l'équipage du Falcon finit par porter plainte. La justice française ouvre une enquête. Elle est confiée à la star de l'antiterrorisme, le juge Jean-Louis Bruguière. Très vite, il va entendre Baril comme témoin, mais bizarrement, il ne lui demande aucune explication sur ses déclarations fracassantes ni sur ses activités au Rwanda. Il est évident que Paul Baril est un acteur clé du dossier. Et ce qui est absolument fascinant dans l'enquête de Bruguière, c'est que Bruguière va voir régulièrement Paul Baril, ils vont se voir assez régulièrement, et jamais le juge Bruguière ne pose une question à Baril, ne lui pose pas de question. Plus étonnant encore, Baril va présenter à Bruguière un interprète pour le moins douteux. Fabien Singaye, l'ancien diplomate Hutu, traqueur d'opposants et actionnaire de Radio Mille Collines. Au cours de l'enquête, celui qui dénonçait les Tutsis installés en Europe va présenter des témoins à Jean-Louis Bruguière et même jouer les interprètes lors de certaines auditions. Très vite, le juge Bruguière s'oriente vers un attentat organisé par les Tutsis du FPR. À en croire cette thèse, qui dédouane Paris, ils auraient pris le risque de provoquer le génocide de leur propre peuple pour prendre le pouvoir par la force. Selon ce scénario du juge Bruguière, voilà comment le FPR aurait agi. En mars 1994, le chef du FPR, Paul Kagame, et son aide de camp, James Kabarebe, auraient préparé l'opération dans leur quartier général de Mulindi, au nord de Kigali. Un chauffeur Tutsi du FPR aurait transporté 2 missiles de Mulindi jusqu'au Parlement de Kigali, où sont cantonnés les 600 militaires du FPR. Le 6 avril 1994, un commando du FPR comprenant notamment les soldats Ruzingana et Ruzibiza aurait acheminé les missiles vers la colline de Masaka. Retenez ce nom, il est clé. Cette colline est contrôlée à l'époque par l'armée Hutu, mais le commando Tutsi aurait réussi à l'infiltrer. Et selon le juge, c'est depuis cette colline de Masaka que le commando du FPR aurait abattu l'avion présidentiel avec des missiles SAM-16, dont Bruguière affirme avoir récupéré ses photos et les numéros de série. Le lendemain de l'attentat, à 8h45, un spécialiste radio de l'armée Hutu aurait capté un message du FPR revendiquant l'opération. En 2006, considérant qu'il a suffisamment d'éléments, Jean-Louis Bruguière délivre des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de 9 dignitaires du FPR et il met en cause Paul Kagame, devenu entre-temps président du Rwanda. Mais au fil des mois, les témoins principaux de Bruguière vont changer de version ou faire de surprenantes révélations. Quelques jours à peine après que le juge a lancé ses mandats d'arrêt, Emmanuel Ruzigana écrit au magistrat français « Il est furieux ». Je me permets de réfuter catégoriquement tout ce qui m'a été attribué. J'ai répondu que je n'avais aucune connaissance sur la personne qui aurait tiré sur l'avion. Mes réponses ont provoqué votre colère et vous m'avez fait sortir de votre bureau. À la télévision belge,
Rosie Gana réaffirme que le juge Bruguière a manipulé ses propos. Ils ont été surpris parce que j'ai tout nié. Le juge a complètement déformé mes déclarations. Il m'a interrogé sur l'attentat contre l'avion d'Abiyarimana et je lui ai dit que je ne pouvais rien en dire puisque je n'en savais rien. Quelques mois plus tard, le second témoin clé présenté par Bruguière va quant à lui changer de version. Abdul Rouzibiza expliquera qu'il n'a jamais participé ni même assisté à l'attentat contre le président Abiyarimana. Témoignage recueilli au téléphone par Libération. Vous venez de démentir dans une interview à une radio rwandaise vos déclarations au juge Bruguière. Est-ce que cela est vrai? C'est vrai. Est-ce que les faits que vous rapportez dans vos déclarations au juge, mais aussi dans votre livre, vous n'y avez pas assisté ou vous y avez assisté? Je n'ai pas assisté, c'est un montage. Vous n'avez pas fait partie du commando qui devait commettre l'attentat contre l'avion le 6 avril 1994? Non, le commando n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Quelques mois plus tard, Abdul Rouzibiza confirme devant la justice française qu'il n'a jamais été témoin de l'attentat. Au final, les deux témoignages clés du juge Bruguière ne sont plus crédibles. Pour en savoir plus, nous partons au Rwanda. Nous allons tenter de vérifier les différents éléments présentés par le juge Bruguière. Pour commencer, l'affirmation que Paul Kagame et son aide de camp, James Kabarebe, auraient préparé l'attentat dans leur quartier général de Mulindi, au nord du Rwanda. Selon Bruguière, leur conversation aurait été entendue par deux soldats. Connu pour être un grand stratège, le colonel Kabarebe a-t-il pu se faire démasquer par de simples soldats? Devenu ministre de la Défense, il accepte pour la première fois d'accorder une interview sur ce sujet. Pour lui, les accusations des soldats entendus par le juge Bruguière sont complètement fantaisistes. Tout d'abord, les soldats entendus par le juge Bruguière n'étaient pas à notre quartier général de Mulindi en 1994. Ils n'avaient pas encore rejoint notre armée. Comment quelqu'un qui ne fait pas encore partie de notre armée peut-il se trouver à proximité de notre quartier général? Notre armée n'a pas planifié l'assassinat d'Abiyarimana, alors de quoi peuvent-ils témoigner? Des militaires du FPR ont bien confirmé devant la justice que ces deux soldats ne pouvaient pas se trouver au quartier général de Mulindi en 1994. Toujours selon le juge Bruguière, quelques semaines avant l'attentat, un chauffeur du FPR aurait introduit des missiles à Kigali dissimulés sous un tas de bois. Parcourant 80 km, il aurait transporté les missiles du quartier général de Mulindi jusqu'au Parlement où étaient cantonnés les 600 militaires du FPR. S'inspirant de l'enquête du juge Bruguière, le journaliste français Pierre Péan révélera en 2005 l'identité du prétendu convoyeur des missiles, un certain Karakonje. Au Rwanda, nous retrouvons cet ancien soldat du FPR. Il est effaré par les accusations dont il fait l'objet. C'est un mensonge. Je chargeais toujours mes marchandises en présence des soldats de l'ONU. Quand j'arrivais à Kigali, je les déchargeais sur une colline, tout le monde pouvait me voir. Les soldats de l'ONU étaient toujours avec moi. Pourquoi n'auraient-ils pas repéré les missiles? Entre Mulindi et Kigali, les transports du FPR étaient escortés et surveillés par des soldats de l'ONU. Sur la route, le chauffeur du FPR explique qu'il devait en outre franchir plusieurs barrages tenus par les forces armées rwandaises. Comment aurait-il pu introduire clandestinement des missiles à Kigali? Ni Péan, ni Bruguière ne lui ont posé la question. Est-ce que le journaliste Pierre Péan qui vous accuse vous a rencontré? Non, je ne le connais pas et je ne l'ai même jamais vu. Est-ce qu'il y a des enquêteurs qui vous ont rencontré, qui vous ont posé des questions? Non. Le juge Bruguière? Non. Personne. Personne. Nous sommes les premiers à vous poser des questions là-dessus. Oui.
Ça vous a étonné, ça, qu'on vous accuse sans vous rencontrer? Ah, bien sûr. Ni le juge Bruguière, ni Pierre Péan ne se sont rendus au Rwanda pour confronter leurs témoignages à la réalité du terrain. Dernière pièce à conviction du juge Bruguière que nous avons examiné, ce document. En apparence, c'est la retranscription d'un message radio du FPR revendiquant l'attentat au lendemain du drame. Nous vous informons que la mission de notre escadron renforcé s'est soldée par une réussite brillante. Le chef a succombé. À Kigali, nous retrouvons le militaire des forces armées rwandaises qui a retranscrit ce message. En 1994, il était en poste à la station d'écoute des forces armées rwandaises. Il explique que ce prétendu communiqué de revendication est un faux. Le lendemain de l'attentat, son supérieur, le colonel Nsegiyumva, un proche du colonel Bagosora, lui aurait dicté ces lignes pour faire accuser à tort le FPR. C'est là ce qu'on appelle une mise en scène. Le colonel Nsegiyumva avait préparé un message sur le papier. Je l'ai transcrit sur le formulaire de télégramme. Parce que à la radio, les opérateurs ont leur formulaire. Lui, il a dit que ça doit être moi qui écris pour que ça ressemble aux autres. Qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de suspicion. Et vous saviez que c'était un faux message? Mais moi, je ne pouvais pas le dire. Même si je le savais, c'était secret. À en croire ce témoignage, les comploteurs Hutus auraient donc mis en place dès le départ un scénario FPR bidon. Ultime élément présenté par Bruguière, ces photos de lance-missiles. Elles représenteraient l'arme du crime. Ils auraient été retrouvés par des paysans sur la colline de Masaka le 25 avril 1994. Après avoir été transmis à des militaires Hutus et photographiés, ils auraient mystérieusement disparu. Avec ces simples photos et des numéros de série prétendument relevés sur les lance-missiles disparus, le juge affirme qu'ils appartenaient au FPR. Mais pour l'un des avocats des dignitaires du FPR mis en cause par Bruguière, cela ne prouve rien. Vous avez des numéros de missiles qui sont donnés prétendument par rapport à des lance-missiles qui ont disparu. N'importe qui peut dire, voilà, j'ai trouvé des lance-missiles correspondant à un stock et de ne pas les apporter. Je dirais que c'est le contraire d'une preuve. C'est la preuve qu'on cherche à orienter l'enquête. Dernier souci avec le travail du juge Bruguière, Fabien Singaye. En jouant l'interprète pour la justice française, cet extrémiste Hutu a-t-il pu influencer l'enquête? Nous aurions voulu lui poser la question, mais l'homme, qui vit aujourd'hui en France, n'a jamais répondu à nos sollicitations. Quant au juge Bruguière, comment expliquer qu'il ait choisi un interprète aussi partial? Dans ce genre de dossier extrêmement complexe, c'est très important d'avoir un interprète impartial. Et normalement, une juridiction n'aurait jamais dû accepter qu'un type comme Singaye soit l'interprète d'un juge d'instruction. Ça aurait dû même suffire à ce que la procédure de Bruguière soit invalidée. En 2007, Jean-Louis Bruguière se lance en politique sous la bannière de l'UMP. Il est remplacé par un nouveau magistrat, Marc Trévidic. En 2012, Trévidic perquisitionne les bureaux parisiens de Paul Baril. Dans la foulée, nous cherchons à joindre l'ancien super-gendarme pour lui demander quel rôle il a réellement joué dans cette affaire, mais aujourd'hui, il préfère manifestement rester discret. À son bureau parisien, son associé va nous confirmer qu'il préfère désormais garder le silence. Que l'affaire est en cours, hein, c'est... voilà. Comme je vous ai dit la dernière fois, il ne préfère pas s'exprimer. Un interprète partial, des accusations infondées, un faux communiqué de revendication, l'arme du crime qui disparaît, le scénario FPR présenté par Bruguière ne tient manifestement pas la route. Pour les avocats des dignitaires du FPR, la méthode de travail de l'ancien juge antiterroriste français est scandaleuse. On se trouve face à une véritable manipulation d'une instruction judiciaire. La vraie question, c'est qui a intérêt à manipuler
Et pourquoi une telle manipulation des autorités judiciaires françaises? Cet avocat n'est pas le seul à parler de manipulation. On l'a vu, l'un des témoins clés du juge Bruguière l'accusait lui aussi d'avoir manipulé ses propos. Bruguière a-t-il cherché à orienter son enquête? Nous avons voulu lui poser la question, mais le juge français refuse aujourd'hui de s'exprimer à propos du Rwanda. En l'état actuel des choses, je ne prononce pas sur le Rwanda. Mais au téléphone, il s'est offusqué qu'on remette en cause son travail. Pourtant, au Rwanda, nous avons recueilli des éléments tendant à confirmer que l'attentat contre le président Habyarimana était bien le premier acte d'un coup d'État organisé par son propre camp pour mettre en œuvre le génocide des Tutsis. Quelques jours avant l'attentat, la radio libre de Mille Collines, celle des génocidaires Hutus, s'en prend nommément au président Habyarimana, coupable de vouloir partager le pouvoir avec les Tutsis. Certains officiers Hutus se sentaient-ils trahis par le président Habyarimana? Oui, nous répond Richard Mugenzi, l'espion qui avait retranscrit un faux message du FPR. Le président Habyarimana avait trahi ses collègues. Comment est-ce qu'il les avait trahis? C'est qu'il avait accepté de signer les conventions d'Arusha, alors que les groupes plus importants d'extrémistes ne voulaient pas se partager là. Ils voulaient continuer la guerre et jusqu'à la victoire. 3 jours avant l'attentat, Radio Mille Collines adresse un mystérieux avertissement à la population. Le 5 avril, veille de l'attentat, des soldats de l'ONU se présentent à l'entrée du camp de Kanombe, le plus grand camp militaire Hutu. Ils remarquent que la sécurité a été considérablement renforcée. Leur chef, le sergent Tessier, le précisera à un enquêteur belge. Un canon est en batterie pointé vers l'extérieur du camp. Des mitrailleuses sont placées en batterie sur les côtés, des trous de fusiliers sont occupés. Nous n'avons même pas l'occasion de parlementer. Les Rwandais nous font de grands signes qui nous indiquent de nous éloigner. Le 6 avril, quelques heures avant l'attentat, d'autres événements inhabituels vont venir perturber la vie quotidienne non loin du camp de Kanombe. C'est ce que nous a confirmé ce paracommando des forces armées rwandaises. Ce matin-là, on devait s'entraîner à sauter en parachute près du camp. Mais vers 7 heures, on nous a finalement dit que l'entraînement était annulé. Ça m'a paru bizarre. Alors je suis sorti du camp et quand je suis arrivé ici, au marché, j'ai vu que des miliciens chassaient les gens. Là-bas, il y avait une barrière tenue par les miliciens interamoués. Ils chassaient les gens. Autre témoignage troublant que nous avons recueilli au Rwanda, celui de cet ancien étudiant infirmier. Il aurait clairement vu les missiles être tirés depuis le camp de Kanombe. J'étais là en train d'étudier vers 20h30. L'avion est arrivé, il se préparait à atterrir, il s'avançait tout doucement. Là-bas, en bas du camp, sont partis 2 tirs, en dessous du camp des officiers. Les tirs sont partis de là, en dessous du camp. Et Masaka, c'est de ce côté. De sa position, ce témoin direct nous montre bien 2 directions différentes. Il voit effectivement les tirs partir du camp de Kanombe en direction du Falcon présidentiel et non pas de Masaka, comme l'affirmait le juge Bruguière. Plus troublant encore, le paracommando des forces armées rwandaises affirme que le lendemain matin, à l'intérieur du camp de Kanombe, son chef, le major Ntabakuze, aurait exhibé les lance-missiles de l'attentat. Il était environ 7h ou 7h30 du matin. Le major Ntabakuze est arrivé en jeep au bureau du bataillon. Alors nous sommes allés le voir et il a dit « Voici les lanceurs de missiles qui ont abattu l'avion d'Habyarimana. » Ça ressemblait à des tubes
Ils étaient couleur camouflage. Il y en avait 2. 2 lanceurs comme les 2 missiles ayant visé l'avion présidentiel. Un témoignage difficile à vérifier, mais qui en recoupe d'autres. Pour Richard Mugenzi, l'attentat était bien organisé par de hauts responsables militaires hutus. Ce que je peux vous dire, c'est que la mort du président Habyarimana a été préparée par un groupe d'extrémistes. C'était un coup d'État qui était visé. On sait que c'est Bagosora qui avait préparé ça avec un groupe de militaires, entre autres colonel Sengiumva, major Nabakouze. Ce sont les gens qui étaient extrémistes. Ils avaient l'appui des Français. En 2010, le successeur du juge Bruguière, Marc Trévidic, se rend au Rwanda avec une équipe d'experts. Ils vont confirmer un départ des tirs depuis la zone de Kanombe, notamment à partir du témoignage de médecins militaires belges. Le soir de l'attentat, ces médecins dînent dans cette maison située à l'intérieur même du camp de Kanombe. Parmi les convives, le docteur Van Denen. Donc on était en train de manger, je me souviens plus du tout du plat, quand on a entendu des tirs. Bon, très rapidement, on regarde parce que c'est... Et il y a sûrement eu deux tirs, ça c'est certain. Ça avait l'air de venir du camp même, et j'ai eu l'impression qu'il venait de gauche à droite. Sur procès verbal, un autre militaire présent, le docteur Pazouk, confirme aussi avoir perçu le bruit typique de départ d'un missile. J'ai alors entendu dans un premier temps un bruit de souffle et aperçu un éclair filant orangé. Je suis sorti de chez moi et là, j'ai vu une boule de feu. Les médecins militaires belges ont clairement entendu le souffle de départ du missile avant d'entendre l'explosion de l'avion. Pour les experts mandatés par le juge Trévidic, cela signifie que les tireurs étaient postés dans cette zone du camp de Kanombe, un secteur totalement contrôlé par les forces armées rwandaises. Si les tirs étaient partis de Masaka, comme l'affirmait le juge Bruguière, nos témoins n'auraient pas pu entendre le souffle des missiles. En janvier 2012, le juge Trévidic présente son rapport. C'est un revirement majeur. Les avocats des dignitaires du FPR épinglés par Bruguière triomphent. Pour la défense, c'est une journée historique et très importante. Aujourd'hui, le rapport d'expertise qui nous a été communiqué confirme l'hypothèse d'un départ de tir de missile depuis le camp de Kanombe. Cela signifie qu'aujourd'hui, on met un terme à plus de 16 ans de manipulation et de mensonges dans ce dossier. Reste à connaître le modèle des missiles employés. En 1991, on l'a vu, les forces armées rwandaises avaient récupéré au moins un SAM-16 soviétique au FPR. D'après l'ONU, elle disposait surtout de 15 missiles Mistral français. Ces Mistral auraient-ils pu être utilisés dans l'attentat ? Les enquêteurs français privilégieraient plutôt l'hypothèse des SAM-16. Pourtant, dès 1994, un journaliste belge avait entendu parler de Mistral. Le lendemain de l'attentat, il se rend à l'ambassade du Rwanda à Bruxelles pour obtenir un visa. Il est 10 h du matin. Dans la salle d'attente, il va surprendre une conversation troublante en langue rwandaise entre un responsable politique et des officiers des forces armées rwandaises. Ils ont précisé que c'était avec un Mistral qu'il avait été abattu, que l'avion du président avait été abattu. Au moment même, les nouvelles toutes fraîches qui venaient de Kigali, à quelques heures après la chute de l'avion d'Habyarimana, eux parlaient de Mistral. Et c'était les officiers rwandais qui parlaient de Mistral. Est-ce pour cette raison que les débris de missiles retrouvés sur les lieux du crash n'ont jamais été remis à la justice? Qui a bien pu tirer sur l'avion? En 1994, les forces armées rwandaises n'étaient pas formées pour tirer des missiles sol-air. Ils ont donc reçu de l'aide. De qui? Souvenez-vous, dès le mois de juin 1994, le journal Le Soir avait évoqué des tireurs français. À l'époque, l'enquêteur militaire belge Guy Artige avait exploré cette piste. Il avait découvert que 3 spécialistes du tir étaient venus renforcer le DAMI, le détachement d'assistance militaire et d'instruction français, peu de temps avant l'attentat. Il y en a un qui a été identifié, je vais vous expliquer comment. Parce que nous avons reçu
par une journaliste une lettre anonyme qui dénonçait le tireur, qui était jeune, spécialiste du tir, français, et qui appartenait au DAMI. Guy Artige pense avoir identifié cet homme, mais cette piste n'a rien donné à ce jour. Impossible à ce stade donc d'affirmer que certains tireurs étaient français. Dernier mystère dans cette affaire, la mort de René Mayer et Alain Didot, 2 gendarmes français. Ils ont été tués à Kigali avec l'épouse de Didot juste après l'attentat. Mayer et Didot occupaient des postes stratégiques. Spécialiste des écoutes radio, Didot était chargé de former les militaires hutus. À son domicile, il disposait du matériel pour écouter tous les échanges radio à Kigali. Le 6 avril, les mystérieux auteurs de l'attentat avaient très probablement communiqué par radio. Après l'attentat, René Mayer, Alain Didot et son épouse sont retrouvés assassinés dans le jardin de la maison des Didot, à Kigali. Les 2 gendarmes français en savaient-ils trop? Sur ce certificat de l'armée française, officiellement établi par un certain Dr Thomas, René Mayer serait mort une demi-heure après l'attentat, mais il s'agirait d'une mort accidentelle, par balle. La mort réelle et constante est d'origine accidentelle. La cause du décès est le fait de balles d'armes à feu qui ont entraîné une mort immédiate. Encore plus étrange, interrogé en 2012 par la justice française, ce fameux docteur Thomas révèle qu'il n'a en réalité ni rédigé ni signé ce document. Si j'avais établi cet acte, d'une part, j'aurais été beaucoup plus précis et j'aurais gardé un double. Je suis certain de ne pas avoir procédé à cet examen. Des militaires français auraient donc produit un faux, signe que la mort des gendarmes est embarrassante. Aujourd'hui encore, le beau-frère d'Alain Didot se pose des questions. La France n'a bizarrement jamais ouvert d'enquête. Pire, suite au drame, des gendarmes auraient exigé de ses parents qu'ils signent un document s'engageant à ne jamais déposer plainte. Il y a des personnes qui sont venues chez mes parents leur faire signer ce fameux papier disant qu'ils ne devaient pas tenter des poursuites contre l'État suite à cette affaire. On leur a bien fait comprendre de ne pas poser de questions, de ne pas essayer de savoir comment ça s'était passé. Et qui étaient ces personnes qui sont venues? Toujours des gendarmes, toujours des gendarmes. Ces éléments troublants laissent penser que l'assassinat des gendarmes René Mayer, Alain Didot et de son épouse ne sont pas sans lien avec l'attentat du 6 avril 1994. Des mystères, des mensonges, des pièces qui disparaissent. Depuis 1994, la France multiplie. Serait-il impliqué dans l'attaque contre l'avion du président Habyarimana? À Paris, en tout cas, c'est toujours le blackout sur la question de l'attentat. Sur l'attentat, vous n'avez rien à dire? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si l'attentat est une question sensible, c'est parce qu'il a donné le signal de départ au dernier génocide du XXe siècle. Or, en 1994, la France avait été le seul pays à reconnaître la légitimité du gouvernement génocidaire, à recevoir ses représentants à l'Élysée et à continuer à leur livrer des armes. Une réalité qu'Hubert Védrine a toujours du mal à évoquer aujourd'hui. Ça a continué ces livraisons d'armes encore pendant le génocide également? J'en sais rien, moi. Attendez, vous m'avez dit que vous ne posiez pas de questions comme ça. Vous n'êtes pas un enquêteur, c'est pas une commission d'enquête. Donc si vous posez encore une question comme ça, j'annule l'ensemble de l'interview et vous le ferez sans moi. Pourtant, en 1994, Paris a aidé les tueurs jusqu'à la fin du génocide. Sous le couvert d'une opération militaire humanitaire, l'opération Turquoise, les Français exfiltrent les génocidaires. Ils sont d'ailleurs toujours nombreux à vivre tranquillement sur le territoire français. Des plaintes ont été déposées par des survivants depuis des années, et notamment contre la veuve du président pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Mais aucun procès n'a encore vu le jour en France. Dans les prochains mois, la justice pourrait encore découvrir de nouvelles vérités embarrassantes pour la France et peut-être dissiper enfin l'épais brouillard entretenu entre le président Habyarimana, signal de départ du troisième génocide du XXe siècle.
C'est la fin de ce numéro de Spécial Investigation. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous enquêterons sur les Légionnaires du Christ, une congrégation très puissante au sein de l'Église catholique. Son fondateur était considéré comme un saint, jusqu'à ce qu'on découvre sa face cachée, drogue, sexe et pédophilie, l'un des dossiers noirs du Vatican que le nouveau pape François va aussi devoir solder. Alors à lundi prochain, 22h40, d'ici là, continuez de décrypter l'info sur Canal. Bonne semaine, salut!